Un glaucome, c'est une destruction du nerf optique. Il y a 2 types de glaucome. Vous pouvez avoir le glaucome aigu ou le glaucome chronique. Ce qui est problématique dans cette pathologie, c'est qu'elle fait pas mal et que les patients, quand ils commencent à avoir des symptômes du glaucome, c'est que c'est déjà un stade avancé. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé et la santé de vos yeux aujourd'hui. Ravi de vous retrouver avec mon invité, le docteur Romain Nicolo. Bienvenue doc. Bonjour Philippe, merci pour l'invitation. Vous êtes chirurgien ophtalmologiste spécialisé en cataracte et en chirurgie réfractive. Pour tout le monde, c'est quoi la chirurgie réfractive ? Alors la chirurgie réfractive, c'est une chirurgie au laser pour traiter les troubles de la vue, que ce soit la myopie, l'hypermétropie, l'astigmatisme ou la presbytie. Bah, le but, c'est d'enlever vos lunettes, quoi, en gros. Exactement, plus de lunettes. C'est ça. Exactement. Vous êtes cofondateur de l'Institut Voltaire. Vous racontez que la vie d'un ophtalmo est une course contre la montre. Oui, tout à fait. Vous nous racontiez ça hors antenne. Et en fait, le temps, c'est ce qui vous manque, en fait. Oui, en effet, quand on est médecin, ce qui nous manque, c'est le temps, c'est d'avoir du temps médical pour les patients. Et pour cela, on va déléguer des tâches avec des assistants, que ce soit des orthoptistes, optométristes, ou avec sa secrétaire aussi. C'est-à-dire que la personne que vous voyez avant c'est l'orthopsie. Voilà, le patient a rendez-vous à 9h avec mon assistant médical qui va faire tous les examens nécessaires pour un bilan de la vue. Et quand les examens seront réalisés, ensuite on va pouvoir les recevoir dans notre bureau de consultation et discuter avec le patient d'un problème médical ou de ses souhaits de ne plus porter de lunettes. 6 mois d'attente pour un rendez-vous, c'est un mythe ou c'est vrai en tout cas chez un ophtalmo, hein. Alors, en termes de délai d'attente, on a beaucoup diminué les délais d'attente grâce au travail aidé. Donc aujourd'hui, on va dire en Ile-de-France, s'il y a maximum 3 semaines d'attente, c'est déjà beaucoup. En revanche, en effet, encore dans certaines zones en France, il y a encore des délais qui sont assez longs, mais 6 mois, c'est révolu. Attention, les mythes ont la vie dure. L'ophtalmo est une spécialité en pleine mutation. L'ophtalmologie, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au nouveau matériel innovant et en pleine mutation, on a des appareils de plus en plus précis, on est capable de faire des diagnostics incroyables. C'est magique et à chaque fois qu'on va donc dans des événements professionnels, les laboratoires nous proposent de nouveaux matériels chaque année et ça permet de sécuriser les patients, d'aller plus loin dans le diagnostic et d'être plus sûr de nous sur la prise en charge. Et pourtant, on ne guérit toujours pas le glaucome et la DMLA, par exemple. En ce qui concerne le glaucome, il y a eu beaucoup d'évolutions. Aujourd'hui, on fait... Mais est-ce qu'on guérit ? Alors, le glaucome, on arrive à le soigner. Avec la chirurgie, on arrive à le stabiliser pour éviter que les patients perdent de la vue. Avant, la chirurgie, c'était des trabéculectomies. Il fallait ouvrir l'œil pour faire baisser la tension oculaire. Maintenant, on met des dispositifs micro-invasifs au niveau du trabéculum pour faire baisser la tension oculaire. Et grâce à ce système, on fait des chirurgies qui sont beaucoup plus safe pour le patient avec des résultats identiques. Donc les choses vont de mieux en mieux et on arrive à stabiliser les glaucomes. On stabilise. Mais pour l'instant, les dégâts qui sont faits sur les nerfs sont irréversibles. Quand le nerf est atteint, on ne pourra pas revenir en arrière. On reparlera du glaucome tout à l'heure parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment développer et parler de prévention notamment. Alors j'ai appris en vous lisant que nos yeux produisent différents types de larmes selon les besoins. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas la même composition. Mais comment est-ce que vous connaissez la composition des larmes ? Alors les larmes, on a des instruments qui vont permettre d'analyser les larmes. On a plusieurs larmes. On a la larme aqueuse qui est une larme liquide qui permet de lubrifier l'œil. Malheureusement, comme vous le savez, il y a la gravité et quand vous mettez une goutte dans votre œil, elle tombe. Donc la larme aqueuse n'est pas suffisante pour la laisser sur l'œil. Il faut une larme lipidique. Donc il faut du lipide, c'est du gras et ce gras est sécrété par des petites glandes au niveau de vos bords libres des paupières, qui sont les glandes de mébomus. Et grâce à cela, ça va permettre de faire tenir la larme. Ensuite, vous allez avoir votre état général. Si vous êtes stressé, vous allez sécréter plus de cortisol et la composition de votre larme à l'intérieur de la glande va se modifier. Donc la qualité de la larme sera différente si vous êtes stressé ou non aussi. D'accord. Mais qu'est-ce qu'elle a ? C'est qui déclenche les larmes ? C'est le cerveau ? C'est qui ? Alors les larmes qui va déclencher les larmes qu'on va pleurer ? Alors les larmes, elles vont être déclenchées par un muscle qui s'appelle le muscle orbiculaire qu'on a autour des paupières et dès qu'on va cligner des yeux, nos petites larmes
qui sont dans les glandes, elles vont être comprimées et elles vont sortir. Donc c'est le fait de cligner des yeux et le fait d'utiliser son muscle autour de l'œil qui permet de faire sortir la larme. Après, il va y avoir les émotions, bien entendu. On peut, dès qu'on est très triste, on va pleurer. Donc ça, c'est un mécanisme cérébral. Mais sinon, c'est un mécanisme qui est complètement mécanique. Et c'est la raison pour laquelle les patients, souvent, ils se plaignent d'avoir les yeux secs le matin. Parce que le matin, vous avez dormi toute la nuit, vous avez gardé les yeux fermés. Et du coup, les larmes, elles se sont asséchées. Vous avez des larmes de moins bonne qualité. Puis après, ça passe dans la journée. Parce que votre système, grâce au clignement de l'œil, comme un essuie-glace sur un pare-brise, va permettre de refaire partir la machine. Mais il y a des gens qui ne clignent jamais des yeux. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Ouais. Non, si vous clignez pas des yeux, vous allez avoir des gros soucis de sécheresse oculaire. Bon, c'est important les larmes pour la santé des yeux ? Ah, les larmes, c'est primordial. C'est votre première barrière de protection. Ça va permettre d'éviter d'avoir des infections, des exacerbations des allergies aussi. Ça va vraiment vous protéger de toutes les particules, les agressions extérieures. Donc il faut absolument sécréter des larmes. Il y a malheureusement des pathologies et la sécheresse oculaire, c'est un véritable fléau. Donc heureusement, on a des traitements pour lutter contre cela. Mais ouais, la larme, c'est votre première barrière de protection de l'œil. Les gens qui disent « je ne pleure jamais », c'est vrai ça ou ils ont l'impression de jamais pleurer ? Ils pleurent pas parce qu'ils n'ont pas d'émotion, ou ils pleurent pas parce qu'ils pleurent pas. Alors si c'est pas d'émotion, bon, la réponse on la connaît. Non, c'est vrai que malheureusement quand on vieillit progressivement, les larmes vont s'atrophier. Enfin les glandes, excusez-moi. Les glandes vont s'atrophier au niveau des larmes et du coup vous allez moins sécréter de larmes et en sécrétant moins de larmes, vous aurez les yeux secs. Donc oui, il y a des gens qui vont avoir des larmoiements beaucoup moins importants et moins de larmes que d'autres. Vous avez jeté un pavé dans la mare il y a quelques jours dans une tribune qui parlait du stress. En quoi le stress est-il un ennemi silencieux de notre vue ? Le stress, ça va déréguler votre organisme à cause du cortisol. Au niveau général, ça peut vous créer de l'hypertension artérielle. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de l'œil, il va y avoir un retentissement. L'œil, c'est un peu le miroir de notre corps et quand l'œil est atteint, ça touche tout le corps et cela peut venir du corps. À partir du moment où vous êtes stressé et que vous avez une tension artérielle qui commence à être élevée, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une rétinopathie hypertensive, vous pouvez faire monter aussi votre tension oculaire, vous allez moins cligner des yeux, vous allez être plus concentré sur ce phénomène du stress qui va faire que vous pouvez avoir une sécheresse oculaire et ainsi de suite, vous accélérez en fait un système oxydatif de votre œil qui peut sur le long terme aussi pouvoir entraîner par exemple une cataracte un peu plus précoce, et tout ça lié au stress. C'est vraiment lié à la dérégulation hormonale et d'un excès de cortisol dans le corps. Donc pour pas être stressé, des exercices de respiration, bien dormir, manger sainement, faire du sport et vous vous sentirez beaucoup mieux. Là évidemment le stress dont on parle, c'est le stress chronique. Oui, tout à fait, le stress chronique, oui. C'est pas le coup de stress. Alors, il y a des pathologies qui, sur des stress aigus, peuvent faire perdre la vue. Exactement. Lesquelles ? Alors, le nom est un peu barbare en ophtalmologie, ça s'appelle une choriorétinite séreuse centrale. Voilà. Ça vaut des points au Scrabble, ça, je veux dire. Ah là, vous cartonnez, là. En pratique, ça va vous créer du liquide dans l'œil, au niveau de la rétine, et vous faire apparaître une tache noire en plein milieu de votre centre de vision. Et ça, c'est lié au stress. Souvent, c'est des patients qui ont soit pris de la cortisone, donc c'est toujours lié au cortisol, soit des patients qui ont des pics élevés de stress à cause de leur travail ou une émotion familiale. Et la vue va baisser, on va les voir en consultation. Heureusement, ça finit par partir au bout de 3 mois, mais le stress aigu peut entraîner une baisse de la vue. Quels sont Alors, ça veut dire déjà qu'il ne faut pas négliger le stress, que ça a un impact aussi sur la vision, oui. Alors que c'est quelque chose dont on ne parlait jamais avant. On ne parlait jamais du lien qu'il pouvait y avoir entre le stress chronique et la vision. Oui. Et surtout, finalement, de regarder l'impact que ça peut avoir sur notre propre vision. Depuis quelques mois, on parle beaucoup de santé mentale, de stress, et c'est quelque chose qui est en train enfin d'arriver, et c'est bien d'en parler, parce que malheureusement, voilà, ce stress, dès qu'on va être dans des pensées hautes, qu'on va sentir des agressions extérieures psychologiquement, on va se déréguler, on va se sentir moins bien, et il y aura un retentissement corporel, et sur l'œil aussi. Et l'œil, c'est un organe vivant qu'il faut respecter. À partir de ce moment-là, oui, il y aura forcément un impact. Donc je trouve que c'est bien que les autorités en parlent de plus en plus de la santé mentale, parce qu'il faut absolument le prendre en compte. Comment on mesure la pression intraoculaire ? Alors en consultation, la pression intraoculaire, vous savez, c'est le petit pchit que vous recevez dans l'œil, vous savez,
toujours jamais, on comprend pas ce qui se passe et voilà, on dit attention, vous allez recevoir un petit courant d'air. Donc ça s'appelle la tonométrie à air pulsé et grâce à ce petit courant d'air, on va permettre de mesurer la tension. Cette tension, il faut qu'elle soit en général en dessous de 20 pour qu'elle soit normale, mais c'est pas suffisant pour faire du dépistage du glaucome. Donc souvent, on va réaliser les photos du fond d'œil et si on voit des anomalies, on peut même faire une analyse des coupes du nerf optique. Donc on va vérifier l'épaisseur du nerf optique en coupe. Et grâce à ces éléments, on va pouvoir savoir si le patient est à risque de glaucome ou non, et même débuter un traitement préventif. Voilà. Et dans les cas un peu plus sévères, quand on n'arrive pas à prendre la tension avec cette petite air pulsé qui est sans contact, on va mettre un petit cône, c'est une tonométrie à aplanation, on va mettre un petit cône sur la cornée. Alors attends, là il y a trop de mots compliqués là. Un petit cône à... On utilise un petit cône qui va toucher votre cornée pour mesurer la tension oculaire. Et cela s'appelle la tonométrie à aplanation. Googlez. Mais c'est intéressant. Au contraire, on est là pour apprendre et justement c'est intéressant de voir. C'est beaucoup plus précis que le pchit. Après, on va venir toucher l'œil, donc on le fait que lorsqu'on en a besoin, surtout pour les suivis de glaucome ou si la machine n'arrive pas à prendre la tension. On a réussi à mesurer, est-ce qu'il y a des études qui ont mesuré le lien qu'il pouvait y avoir entre le stress et par exemple une personne qui serait atteinte de glaucome ? Aujourd'hui, sur le stress et le glaucome, il n'y a pas eu d'études scientifiques qui ont été publiées. Ce qui a été publié, c'est que la tension oculaire pouvait varier au cours de la journée et de la nuit. Et on a tendance à avoir un peu plus de tension le matin que la nuit. Et donc forcément, c'est-à-dire qu'en se réveillant, on va libérer du cortisol, on va être un peu plus stressé, puis on va commencer la journée. Et donc on sait que la tension oculaire varie en fonction du jour et de la nuit. Pourquoi on a plus de tension le matin alors qu'on a dormi ? Parce que c'est là où vous avez le pic de cortisol. Alors que la nuit, on en revient au cortisol. Ouais, c'est toujours cette hormone qui nous chatouille un peu. Comment on fait pour se protéger du stress alors ? En gros. Le stress, il faut le prendre en globalité. Donc ça va être en effet des exercices de respiration, savoir aussi un moment s'arrêter, prendre du temps pour soi, c'est important. Manger sainement, faire du sport et bien dormir. C'est principaux éléments à connaître pour lutter contre le stress. Et si on se sent très stressé aussi, parler avec sa famille, des amis, des proches, avoir un soutien psychologique, c'est aussi important, parce qu'on sait que de débriefer de situations de stress ou des moments qui sont difficiles dans la vie, ça permet de diminuer le stress, donc il ne faut pas être seul. On va parler du glaucome, donc, qui pourrait être causé par le stress. D'abord, un glaucome, c'est quoi ? Alors, un glaucome, c'est une destruction du nerf optique. Le nerf optique, il va s'amincir progressivement avec le temps. Il y a deux types de glaucome. Vous pouvez avoir le glaucome aigu ou le glaucome chronique. La plupart du temps, c'est un glaucome chronique. Les glaucomes aigus sont provoqués par une fermeture de l'angle irido-cornéen qui est situé dans votre œil. Et ça fait monter la tension à 60-70. C'est assez atroce, ça fait très mal. Ça finit souvent en urgence, dans des conditions difficiles. Les patients sont hospitalisés quelques jours pour qu'on puisse faire baisser la tension rapidement. Heureusement, c'est une pathologie qui est rarissime. En revanche, le glaucome chronique, ça apparaît souvent après de 50 ans. C'est lié progressivement en fait à ce que votre zone où le liquide qu'il y a dans l'œil sécrété va mal s'évacuer. Donc si le système d'évacuation, c'est un peu comme de la plomberie, si votre système d'évacuation filtre moins bien la flotte, l'eau va s'accumuler à l'intérieur de votre œil et c'est ça qui va augmenter progressivement votre tension. Ce qui est problématique dans cette pathologie, c'est qu'elle fait pas mal et que les patients, quand ils commencent à avoir des symptômes du glaucome, c'est que c'est déjà un stade avancé. Donc nous, notre rôle en tant qu'ophtalmo, c'est d'aller dépister cette pathologie de façon systématique, quel que soit l'âge du patient, pour justement prendre en charge le plus précocement le glaucome. Donc on va réaliser la mesure de la tension oculaire, photo du fond d'œil, l'épaisseur du nerf optique, et même parfois un champ visuel quand on a un doute. À votre santé des yeux avec le docteur Romain Nicolo qui est avec nous, chirurgien ophtalmologiste spécialisé en cataracte et en chirurgie réfractive. On parlait avant la pause du glaucome. Le glaucome donc asymptomatique, donc ça veut dire que vraiment il n'y a pas de signe avant-coureur qui pourrait alerter un patient qui va faire un glaucome. Exactement, c'est le gros problème de cette pathologie, c'est qu'il n'y a pas de signe d'alerte et le patient ne peut pas le découvrir lui-même, sauf s'il est déjà à un stade avancé, c'est-à-dire que le nerf optique est suffisamment détruit. Cela va provoquer une baisse du champ de vision et d'ailleurs la semaine dernière j'ai vu un patient qui venait d'Afrique et qui voulait avoir un avis avec un ophtalmologiste français qui est venu me voir et qui avait l'impression de voir dans 2 tuyaux
et tout autour, il ne voyait plus rien. J'ai regardé ses nerfs optiques, j'ai compris qu'il était déjà dans un stade très sévère. C'est le champ de vision qui se rétrécit, c'est ça ? Exactement. On voit plus sur les côtés. Comment expliquez-nous ? C'est une vision tubulaire, c'est-à-dire que vous allez voir à travers les rouleaux de sopalin et tout ce qu'il y a autour, vous ne verrez plus. Donc ça, c'est le stade très très avancé. Heureusement, aujourd'hui, on a les traitements suffisants et on dépiste suffisamment de patients pour pas arriver à ce stade-là. Donc c'est quelque chose qu'on voit quand même plus rarement en France. Mais malheureusement, ce stade-là, pour le patient, j'ai plus grand-chose à lui proposer puisque le nerf optique est tellement atteint que si je lui mets un traitement trop fort, le peu de fibres nerveuses, par exemple une chirurgie, qui reste, ça peut détruire. C'est-à-dire que le fait de faire une variation de tension tellement énorme liée à l'opération fait que je peux même aggraver la situation. Donc il faut y aller avec des pincettes. Heureusement, on n'arrive pas à ce stade-là en France, faut être honnête. Et souvent, les patients vont se plaindre, dire « Bah tiens, quand je regarde et que je mets ma main en haut à droite sur mon champ de vision, je la vois moins bien du côté droit que du côté gauche. » Ah. Donc là, on va faire un champ de vision. Et en faisant ce champ visuel, on va se rendre compte qu'il y a un défect, donc un déficit du champ périphérique. Et s'il y a un déficit, on ne pourra pas malheureusement l'améliorer, mais on va stabiliser pour éviter que les choses s'aggravent sur le long terme. Vous parliez d'un patient originaire d'Afrique, mais est-ce qu'il y a des origines ethniques, par exemple, dans ce type de pathologie ? Oui, les patients mélanodermes, donc, qui ont la peau foncée, ont plus de risque de glaucome parce qu'en fait, le trabéculum, cette petite zone où est filtré le liquide de l'œil, va être plus pigmenté, donc va moins bien fonctionner. Les caucasiens ont moins de risques. Après, il y a aussi les antécédents familiaux. Il y a une génétique au glaucome qui est évident. Donc les patients qui ont des antécédents familiaux de glaucome, il faut le dire à votre ophtalmologiste, parce que ça change la donne. Donc une personne de plus de 50 ans qui a des antécédents familiaux, des frères et sœurs, des parents qui ont un glaucome, on va un peu plus pousser les investigations que si le patient a aucun facteur de risque de glaucome. Donc c'est multifactoriel. À noter que c'est important de parler du glaucome parce que c'est un facteur de risque de cécité. Oui, exactement. On peut perdre la vue. Oui. On va pas faire peur aux gens, mais c'est pour ça qu'il faut le prendre en charge. La destruction du nerf optique, c'est quelque chose, on ne peut pas revenir en arrière. Vous avez une cataracte, elle est très évoluée. J'ai vu des patients qui ont eu des cataractes où ils avaient perdu complètement la vue sur un œil. On traite chirurgicalement, on guérit la cataracte, le patient revoit du jour au lendemain quasiment comme avant. Donc c'est réversible. C'est réversible, parce qu'on va enlever ce cristallin et mettre un cristallin artificiel, donc ça va redonner la vue au patient et c'est magique. En revanche, un glaucome, quand le patient pense qu'il a une cataracte et en fait c'est un glaucome avancé, on va le voir sur les examens et là le discours est complètement différent. On va pas lui dire écoutez, on va vous opérer, vous allez revoir. On va dire bon maintenant vous avez déjà un œil qui est très abîmé, heureusement vous avez encore l'autre, on va tout faire pour que ça n'arrive pas sur l'autre œil afin que vous finissiez pas aveugle. Et ça c'est toute la difficulté du glaucome. Vous parliez de dépistage tout à l'heure, donc à partir de quel âge et pour qui ? Alors c'est dès le plus jeune âge. Tout enfant de moins de 3 ans doit avoir un ophtalmologiste une fois. Pourquoi ? Parce que la vue à l'âge de 6 ans va se figer. Le cerveau est plus capable de maturer la vision et cette plasticité on la perd. Donc si vous avez un trouble de la vue chez un enfant, cet enfant il peut tricher et c'est grâce à nos examens qu'on va être capable déjà, durant cette période de la vie, de faire un diagnostic et que l'enfant puisse éviter d'avoir ce qu'on appelle une amblyopie, donc un œil feignant, grâce au port de lunettes. Donc un examen chez un enfant par un ophtalmologiste avant l'âge de 3 ans, c'est préférable. Ensuite, on ne va pas dépister le glaucome chez un enfant de 6 ans. Pardon pour le glaucome, je pensais que c'était de façon générale. Non, c'est pour le glaucome, ouais. Ah oui, non, pour le glaucome, en effet, on va dire que la tension oculaire, on va commencer à pouvoir la mesurer à partir de l'âge de 10-12 ans. C'est une fois tous les 2 à 3 ans jusqu'à 40-45 ans. Et après 50 ans, oui, tous les 2 ans maximum, c'est bien. Mais il faut le demander, cet examen, parce que moi, j'ai jamais vu un ophtalmo qui me faisait un dépistage du glaucome. Le pchit dans l'œil, vous l'avez jamais vu ? Non, jamais. Ah ouais ? Non. Juste à la mesure des lunettes ? Ouais, j'ai pas eu le pchit dans l'œil. Vous en souvenez pas, à mon avis. Oui, ou alors ça m'a pas marqué. Non. Aujourd'hui, dans tous les cabinets d'ophtalmologie, on mesure la tension oculaire. Ça fait partie de l'examen de routine d'un ophtalmologiste. Si vous venez juste pour des lunettes et que vous faites pas la mesure de la tension oculaire, autant aller voir l'opticien. Ça sert. L'ophtalmo n'a pas son rôle là-dedans. Donc aujourd'hui, un examen ophtalmologique complet de dépistage, c'est la mesure de la vue, la tension oculaire et une photo du fond d'œil. On peut avoir de la tension oculaire sans avoir de glaucome. Exactement, et l'inverse est aussi possible. On peut avoir un glaucome à pression normale.
C'est la raison pour laquelle il faut beaucoup d'examens. La tension, c'est un chiffre. Alors, il y a 30 ans, on traitait ce chiffre. Aujourd'hui, c'est un facteur supplémentaire de d'autres éléments qu'on a qui permet de faire le diagnostic. Mais en effet, moi, j'ai des patients qui ont 28 de tension oculaire que je ne traite pas, et d'autres qui ont 14 et qui ont un traitement maximal. Donc, le chiffre va nous aiguiller sur la surveillance et sur les suites à avoir avec un patient. En revanche, il faut absolument faire une analyse de l'épaisseur du nerf optique avec un OCT et réaliser aussi un champ visuel. C'est plus quoi une photo. un OCT ? Un OCT, donc c'est une tomographie à cohérence optique. On va, grâce à un petit faisceau laser qui est complètement anodin et bénin, vous n'avez pas du tout des rayons dans les yeux, venir vraiment mesurer l'épaisseur du nerf optique en microns. Donc une épaisseur normale, on va dire, c'est aux alentours de 90, 100 microns. Et dès que vous allez être en dessous de 80 microns, c'est que le nerf optique, en fait, il est comprimé et qui ne supporte pas la tension. Et cette tension, il y a des patients qui ont 18 et leur nerf optique ne supporte pas la tension, et d'autres qui ont 27 et qui vont bien supporter. Est-ce que les chiffres dont vous nous parlez, là, 18 et 27, c'est comparable à des chiffres de tension artérielle ? Non, rien à voir. Ou l'échelle est différente ? Non, rien à voir. La tension artérielle, donc, ça va être la puissance de votre cœur. La tension oculaire, vous pouvez toucher votre œil, vous allez sentir, il est dur. Donc, il a une certaine tension, d'accord ? Mais il ne se contracte pas comme un cœur. L'hypertension artérielle est un facteur de risque de glaucome, mais il n'y a aucune corrélation entre l'hypertension artérielle et l'hypertension oculaire. D'accord. Quels sont les autres facteurs de risque de glaucome ? L'âge, le tabac, les antécédents familiaux, les UV, le soleil. Le diabète ? Le diabète, exactement. Vous avez retrouvé aussi pour le diabète la prise de cortisone, certains médicaments. Un traumatisme oculaire peut aussi entraîner du fait Alors qu'est-ce qu'on appelle un traumatisme oculaire ? Un accident de la voie publique où vous recevez un coup au niveau de l'œil, une projection d'un morceau au niveau de l'œil. Ça peut jouer au niveau de l'iris, entraîner ce qu'on appelle une dispersion pigmentaire, c'est-à-dire que l'iris, il y a des pigments. Ouais. En fait, ces pigments, avec le choc de l'œil, vont aller au niveau de la zone du trabeculum, donc c'est la zone où il y a l'évacuation du liquide de l'œil, et ça bouche, et donc ça fait monter la tension oculaire. Et les patients hypermétropes aussi. Oui, merci, arrêtez d'être trop fort. Et presbyte. Et presbyte aussi. Mais la presbytie, ça n'entraîne pas du glaucome, vous inquiétez pas. Une fois qu'on a posé le diagnostic, déjà c'est difficile à poser un diagnostic de glaucome ou c'est évident en fait ? Ou on peut passer à côté ? Le diagnostic est évident quand on va avoir une anomalie du champ visuel, une anomalie du nerf optique, une tension oculaire élevée. Et le diagnostic, on peut le faire en quelques secondes, même avant de voir le patient dans notre salle de consultation. En revanche, parfois, c'est toute la complexité de cette pathologie, c'est qu'on peut avoir un doute. C'est-à-dire qu'on a des facteurs pour un glaucome et des facteurs contre. Et le problème de cette pathologie, c'est que les traitements sont à vie. Et ces traitements, c'est mettre des gouttes à vie. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a posé le diagnostic, on ne peut plus arrêter le traitement. Exactement. Et c'est plus facile de poursuivre le traitement que de prendre la décision en tant que médecin de dire en fait, si vous n'avez pas de glaucome, on va l'arrêter. Parce qu'à partir du moment où on a commencé un traitement, si on voit que tout va bien, on va se dire que c'est grâce au traitement. Ouais. Donc, il faut savoir juger. Et donc, parfois, on demande aux patients de venir tous les 3 mois et on le surveille comme du lait sur le feu. Et si à un moment, on voit la moindre petite anomalie qui apparaît, qui va être microscopique, donc lui, il n'aura pas de retentissement sur sa vue, là, on aura un argument pour dire, bon, allez, là, on y va, on commence le traitement. Mais de mettre un traitement alors qu'on a un doute, le traitement, il y a des conservateurs, c'est des gouttes, ça irrite votre œil. Alors, explique-nous à base de quoi elles sont ces gouttes. Alors, les gouttes, il y a plein de molécules différentes. Donc, nous, on va proposer des gouttes, donc vous pouvez avoir des bêta-bloquants qui vont faire baisser la tension. Vous avez aussi des analogues de prostaglandine qui vont aussi faire baisser la tension. J'ai vu beaucoup de commentaires sur ces... Bon, d'accord. Mais qui changent la couleur des yeux et qui font allonger les cils. Ouais, entre autres. C'est vrai. Mais ça peut avoir des effets sur la libido aussi. Exactement, surtout les bêta-bloquants. Ouais. Bon, enfin bref. Mais tout à fait. Il faut le savoir, mais est-ce que les gens le savent ? Parce que quand on leur parle de ces traitements-là... Un homme, on va pas lui proposer un bêta-bloquant en première intention. Pour ces raisons-là. Moi, j'ai eu déjà des patients qui ont été surpris de ça suite à la prise de ces gouttes, et on a dû ajuster le traitement. Après, on sait qu'il y a des traitements qui sont plus efficaces que d'autres. Donc au départ, on propose les plus efficaces. C'est toujours une analyse du bénéfice-risque. Et après, progressivement, on va rajouter un deuxième traitement, un troisième. Et on va pouvoir aller jusqu'à 4 gouttes différentes dans l'œil des patients. Par jour ? Par jour, oui. Oui, c'est précis. Ouais. C'est beaucoup. Et imaginez, vous mettez 4 gouttes par jour pendant 20 ans, avec 365 jours par an, faites le calcul,
ça en fait des dizaines de milliers de gouttes. Donc votre œil, ça va l'irriter. Vous allez avoir une sécheresse oculaire, vous allez sentir que les yeux piquent, brûlent, un certain inconfort. Donc il faut être sûr du diagnostic. Donc là, c'est la prise en charge médicamenteuse. Quel est l'objectif qu'on recherche avec la prise de ces gouttes ? L'objectif, ça va être de stabiliser la pathologie, c'est pas d'améliorer la vue. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire une surveillance, on va dire 2 fois par an du patient, en réalisant un champ visuel, une analyse du nerf optique et la tension oculaire. Et l'objectif, c'est de montrer qu'il n'y a pas d'évolution de la maladie. Ça, c'est le principal. Alors, deuxième possibilité, c'est le laser. Exactement, la deuxième possibilité, c'est le laser. Alors le laser, il n'est pas disponible pour tout le monde, pour tous les patients. C'est des indications précises et on va rester sur le même principe où on va venir toujours sur la même zone qui est le trabéculum au niveau de l'angle entre l'iris et la cornée. On va l'ouvrir, on va l'agrandir. Donc la bouche d'évacuation, on va ouvrir les vannes et ça va permettre de faire diminuer la tension oculaire. Souvent, ce laser, il va tenir pendant 2 à 3 ans. Et malheureusement, après, le trabéculum va se rigidifier et il va être moins efficace. Donc souvent, on peut faire 2 séances à 2-3 ans d'intervalle. Mais donc pas plus, oui, parce qu'après... C'est limité, c'est ça. Après, c'est fait, ça marche plus, les études l'ont prouvé. Et après, donc ça c'est pour le glaucome à angle ouvert. Et après, il y a des patients qui sont à risque de glaucome à angle fermé. Et donc, dans ces cas-là, on fait un autre laser. C'est un laser, on va faire un trou dans votre iris, une iridotomie. Et ce petit trou dans l'iris va permettre de faire passer le liquide que vous avez dans votre œil devant votre œil. Et si vous êtes amené plus tard à faire un glaucome aigu, grâce à ce petit trou, vous allez être protégé. Vu le geste que vous avez fait quand vous avez parlé du petit trou, ça m'a l'air d'être un gros trou. Je veux pas dire, mais votre petit trou, il me fait peur. C'est un peu les chutes d'Iguassou, on va dire. C'est-à-dire quand on voit c'est comme si vous lâchez c'est exactement l'image du barrage. Ouais. Vous faites un trou dans un barrage et là vous voyez tout l'eau qui débarque. Mais c'est vrai ? Ah oui, c'est vrai, on le voit. Et nous, quand on va venir l'ouvrir, on voit le liquide de l'œil qui va complètement passer devant. C'est assez incroyable. Et puis, alors la chirurgie en dernier recours ? Voilà, la chirurgie, ça va être en dernier recours. Alors aujourd'hui, maintenant, on va proposer systématiquement aux patients qui ont un glaucome d'associer une chirurgie de la cataracte avec une chirurgie mini-invasive du glaucome. Donc maintenant, on va poser des stents, comme les stents qu'on a au niveau du cœur. Ouais. On le pose à l'intérieur de l'œil. Et donc le stent du cœur, il ouvre l'artère. Nous, on va pareil ouvrir la zone d'évacuation du liquide de l'œil. Et ça va permettre de refaire partir le système de filtration. Et ça fait baisser la tension oculaire. Et parfois, on peut même arrêter les traitements par goutte. En revanche, on ne va pas le poser juste pour le poser tout seul. Donc c'est associé souvent à une chirurgie de la cataracte. Voilà, et on parle de la santé de vos yeux ce matin avec le docteur Romain Nicolo. Vous m'êtes troublé pendant la pub, docteur, chirurgien ophtalmologiste spécialisé en cataracte et en chirurgie réfractive. Alors on parlait du glaucome avant la coupure publicitaire. Il y a beaucoup de questions. Est-ce que quelqu'un qui a du glaucome peut conduire ? Alors une personne qui a du glaucome peut conduire, tout dépendra de l'atteinte du champ visuel. C'est-à-dire que si c'est un glaucome qui est équilibré, qui évolue très lentement sans atteinte du champ visuel, la conduite ne pose pas de problème. En revanche, si le champ visuel commence à être altéré et que la vision périphérique n'est plus disponible, dans ces cas-là, on va informer le patient des risques liés à la conduite. Après, notre rôle s'arrêtera là. On ne fait pas de signalement ou quoi que ce soit vis-à-vis des autorités, mais on informera le patient que ça peut être dangereux. Mais les patients qui ont un glaucome avancé le ressentent. Ils sentent que sur les côtés, ils ne voient plus. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez un piéton passer, vous n'avez pas le champ de vision sur la droite ou sur la gauche au moment où le piéton traverse. Vous le voyez qu'au dernier moment. Est-ce qu'on peut prendre l'avion avec un glaucome ? Oui, bien sûr, l'avion ne pose aucun problème. Non, parce que c'est juste parce que la pression... Non, la plongée, l'avion ne posera aucun souci par rapport à cette pathologie. Bien, vous l'avez vu ces derniers jours, il a fait très chaud sur la France. Quel est l'impact de ces fortes chaleurs sur nos yeux ? Il y a 2 choses. La première, c'est le soleil. Le soleil, ça va diffuser des ultraviolets, des UV. Ces UV, il y a les UVA et les UVB, et ça, c'est très mauvais pour la santé. Quels sont ceux qui sont mauvais pour les yeux ? Les deux, il n'y a pas indifféremment. Oui, les deux, et de toute façon, ils vont être bloqués par un système de protection, que ce soit les UVA ou les UVB. Alors au niveau des yeux, bien entendu, vous n'allez pas vous mettre de la crème solaire dans l'œil, ça c'est du bon sens, mais il faut les protéger. Et la protection des yeux, ça passe par une bonne paire de lunettes de soleil. Les lunettes de soleil, quand vous vous renseignez avec votre opticien, ce qui est important de vérifier, c'est l'indice. Il y a 4 indices.
De façon générale, celui que je conseille, c'est l'indice numéro 3, parce qu'il est polyvalent, il va filtrer 100% des UV, et vous allez pouvoir conduire avec. En revanche, si vous êtes un amateur de montagne pour aller dans les glaciers, ou si vous passez du temps sous les tropiques, dans ces cas-là, il faudra prendre un niveau 4 en lunettes de soleil. Mais attention, le niveau 4, la conduite est interdite avec ces lunettes de soleil parce que vous ne voyez rien si vous rentrez dans un tunnel. Donc, c'est prohibé. Mais protégez-vous les yeux du soleil. D'accord. Est-ce que les gens qui ont des corrections, on va dire, non teintées sont protégés par ces corrections ou il faut rajouter une... Sur leur verre de correction ? Sur leur verre de correction, est-ce qu'il faut rajouter une protection anti-UV ? Renseignez-vous auprès de votre opticien, mais les verres aujourd'hui, vous pouvez les avoir anti-reflet, contre la lumière bleue. Pour avoir la protection anti-UV, il faut des lunettes de soleil. Peut-être que certains verres photochromiques sont associés avec un filtre anti-UV, mais là-dessus, l'opticien sera plus à même de vous répondre. D'accord. Est-ce que la couleur des lunettes de soleil qu'on choisit a de l'importance ou pas ? Ou toutes les couleurs sont valables de la même façon ? Pour la santé de vos yeux, toutes les couleurs sont valables de la même façon. Après, ça va être un confort personnel. Des personnes ont préféré du bleu, du marron, du gris. Donc faites-vous plaisir au niveau de la couleur en fonction de vos envies. Donc ça n'a pas d'importance en fait. Non. Le dégradé de bleu ou le... Pas du tout. Pas du tout. Alors, il y a juste les filtres jaunes qui peuvent aider pour la conduite de nuit, pour les éblouissements au niveau des phares de voiture. Voilà. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre des lunettes de soleil avec polarisées pour éviter sur la mer la réverbération, les éblouissements, pareil en voiture. Donc ça, c'est aussi un conseil. Des indices numéro 3, polarisés. Et un conseil, évitez les lunettes de soleil sur les marchés ou dans des endroits qui ne sont pas, on va dire, officiellement adaptés à une vente de lunettes de soleil. Pourquoi ? Parce que si vous prenez une paire de lunettes où il n'y a pas d'indication sur le filtre anti-UV, vous allez avoir la teinte, donc ça va vous allez vous sentir bien. Le problème, c'est que votre pupille, elle va se dilater, vous allez aller dehors, il n'y a pas de filtre, donc vous allez absorber encore plus d'UV, donc c'est encore plus dangereux pour vos yeux. Ce qui veut dire que les lunettes de soleil sont considérées comme des protections oculaires. Ça protège, oui, ça protège, et c'est à mettre en ce moment du fait du soleil, mais même si c'est nuageux, à partir du moment où vous allez dehors, les lunettes de soleil, c'est conseillé. Les UV, ce n'est pas bon pour la santé, c'est un accélérateur du vieillissement. Vous serez plus à risque d'avoir une cataracte plus précocement. Et d'ailleurs, je le vois, moi, des patients qui viennent des Antilles, qui protègent rarement les yeux du soleil, vont avoir des pathologies oculaires aux alentours de 50 ans comme la cataracte, alors que en métropole, on sera plus aux alentours de 70-75 ans. Donc c'est un véritable accélérateur du vieillissement, sans compter le risque aussi de cancer de la peau au niveau des paupières. Vous pouvez avoir un mélanome sur les paupières, vous pouvez avoir un mélanome dans l'œil. Donc protéger les yeux des UV, c'est indispensable. Quelle est l'opération la plus réalisée en France ? Alors l'opération la plus réalisée en France, c'est 1 million de chirurgies par an. C'est l'opération la plus pratiquée de toutes les chirurgies, c'est la cataracte. Comment on explique ça ? Parce que ça fait beaucoup, comme 1 million. Alors, est-ce que ça veut dire, oui, parce que souvent on fait les 2 yeux, donc ça fait peut-être que 500 000. Oui, nous on compte par œil. Oui, mais c'est pour ça que ça fait, on peut avoir ce côté... C'est 500 000 personnes par an en France. Ouais. La première chose, c'est que aujourd'hui, on est dans le papy boom. En conséquence, la population a beaucoup vieilli, on vit de plus en plus longtemps. C'est ce qui explique tout simplement l'augmentation du nombre d'interventions. Il y a aussi un autre facteur, la demande, elle est de plus en plus précoce. On passe beaucoup de temps sur les écrans, on passe beaucoup de temps sur notre téléphone. Les patients sont de plus en plus exigeants en termes de qualité visuelle et d'optimisation visuelle. Et ils vont être gênés beaucoup plus rapidement qu'avant de leur cataracte. Donc aujourd'hui, on va opérer un patient parce qu'il est gêné. On va regarder son acuité visuelle, mais parfois, il y a des patients qui peuvent avoir 8/10, qui conduisent beaucoup et qui sont très gênés la nuit, qui n'arrivent plus à bien voir sur ordinateur ou sur leur téléphone, qui travaillent, parce qu'aujourd'hui, une personne de 65-70 ans, il y a beaucoup encore qui sont actifs et qui sont avec une vie sociale importante, qui voyagent, ils veulent avoir une bonne vision. Donc c'est plus l'image de la personne qui est restée chez elle toute la journée. Voilà. Et ça a augmenté aussi la demande forcément d'opération de la cataracte. Alors c'est quoi la cataracte ? C'est une partie de l'œil ou c'est le nom de la pathologie ? Alors la cataracte, c'est une opacification d'un petit organe qu'on a dans l'œil qui s'appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une petite lentille biconvexe. Et cette lentille, c'est comme votre objectif d'appareil photo.
Voilà. Et donc c'est ce qui permet de faire la mise au point. Avec l'âge, cette petite lentille, elle va se durcir, elle va jaunir. Vous allez plus être capable d'accommoder. Donc ça, c'est la première étape qui arrive vers 45 ans. Mais ça se voit C'est au niveau des yeux C'est la petite zone noire que l'on voit, oui, c'est la pupille. Ça se voit. Ouais. Voilà, c'est derrière l'iris. Mais quand la cataracte elle est très avancée, vous pouvez même la voir à l'œil nu. Ça s'appelle les cataractes blanches et le patient a une zone blanche au milieu de la pupille. Donc ça peut se voir, honnêtement, en France, pour arriver à des stades comme ça, ces stades très avancés, vous en croiserez pas dans la rue. Hein. Donc c'est une pathologie du cristallin. Exactement, du vieillissement du cristallin et qui va commencer à se faire sentir aux alentours de 70-75 ans. D'accord. Donc les symptômes, c'est quoi? On voit flou, Vous aurez l'impression d'avoir un voile devant les yeux. Les patients souvent nous expliquent que les lunettes sont tout le temps sales. Ils passent leur temps à nettoyer leurs lunettes. Et en fait, on leur explique que c'est pas les lunettes qui sont sales, c'est l'intérieur de l'œil qui est sale. Donc ça, c'est aussi un symptôme. Une gêne en conduite de nuit, des éblouissements. Voilà, cataracte, ça vient du mot anglais cataracts, qui veut dire chute d'eau. Donc vous avez l'impression de voir à travers une chute d'eau. D'où le mot cataracte. Bien. J'ai appris quelque chose. Alors, quels sont les premiers signes qui doivent nous inviter à consulter et à quel moment il faut choisir d'opérer? Pour la cataracte, les premiers signes, c'est à partir du moment où on est gêné par ses lunettes. On a tendance même à mieux voir sans lunettes qu'avec. C'est-à-dire que le cristallin, sa morphologie est en train de se modifier et du coup, ça fait modifier la correction de la vue. Donc les patients, ils sont ni bien avec des lunettes, ni bien sans lunettes. C'est pas aux patients de poser le diagnostic, c'est quand même un diagnostic qui est pas facile à poser dans un premier temps. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les gens font des recherches. Oui, mais par exemple, une pathologie, vous êtes pas bien avec vos lunettes et pas bien sans lunettes, ça peut être un glaucome, ça peut être une DMLA, ça peut être une sécheresse oculaire, ça peut être une pathologie de la cornée. Donc, bon, c'est cette impression globale, voilà, d'avoir un voile, de sentir que les couleurs sont ternes, d'être gêné sur les écrans, et ça va être les principaux symptômes. En revanche, il n'y a pas de douleur et l'œil n'est pas rouge. Si vous avez mal avec une baisse de la vision ou l'œil qui devient rouge, ce n'est pas une cataracte. Quelles sont les différentes techniques opératoires qui existent pour la cataracte? Alors aujourd'hui, il n'y a qu'une seule technique opératoire, c'est d'enlever le cristallin avec des ultrasons. Donc on a un petit appareil qui est en forme de stylo, qu'on va rentrer à l'intérieur de l'œil avec une incision de 2 mm. Et on va venir progressivement aspirer le cristallin. On va laisser l'enveloppe du cristallin, donc le cristallin est vidé de sa chair, et à la place on va mettre un cristallin artificiel. Et ce cristallin artificiel va vous permettre de corriger la vue. Alors il y a différents types de cristallins artificiels, ceux qui permettent juste de corriger la vue de loin ou la vue de près, et vous avez des lentilles un peu plus complexes qui vont vous permettre de voir de loin et de près sans lunettes. C'est quoi, c'est des implants? Oui, c'est ça. C'est des implants intraoculaires. On appelle ça des lentilles intraoculaires. C'est comme la lentille chez le jeune que vous mettez pour corriger votre myopie. Là, c'est ça. Voilà. On ne dit pas qu'on met un implant sur l'œil pour corriger la myopie chez le jeune. On va mettre une petite lentille. Mais oui, le mot générique, c'est un peu implant. Quelle est la durée de vie de ces implants? Plus longtemps que nous. D'accord, donc ça veut dire que oui. Je vous posais la question pour savoir s'il fallait les remplacer en fait. Non, on remplace pas les lentilles, on les garde à vie jusqu'à. C'est fait. La cataracte ne revient pas. Est-ce qu'il faut modifier sa correction de base quand on fait une cataracte? Alors quand on va faire la cataracte, donc on va mettre une lentille intraoculaire qui va avoir une correction. Et cette correction, on ne va pas la mesurer en fonction de la vue du patient comme on fait avec les lunettes. On a des appareils qui vont mesurer la taille de votre œil, donc la longueur, et la cambrure de la cornée. Donc grâce à ces éléments-là, en enlevant le cristallin, on va pouvoir mettre une lentille personnalisée pour chaque patient, quelle que soit sa fatigue le jour de la consultation. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement objectif, on ne peut pas se tromper. Est-ce qu'il y a un âge limite pour se faire opérer de la cataracte? Est-ce qu'on explique ou finalement on décide qu'à partir de 80 ans c'est trop vieux? Non, il n'y a pas d'âge limite, c'est une prise en charge qu'on peut faire. J'ai opéré un patient de 101 ans une fois, ça a été mon record, oui. Des patients de plus de 80, on en a quand même pas mal. Il y a aussi des jeunes, j'ai déjà eu des jeunes de 30 ans avec des cataractes. Donc l'âge, c'est pas un facteur limitant pour l'opération. Après, ce qui peut limiter, c'est l'autonomie du patient. S'il n'est pas atteint d'une pathologie de démence ou voilà. Après, nous, notre travail, c'est de rendre la vue au patient, mais on n'est pas là pour s'acharner. On fait pas de l'acharnement thérapeutique. Donc tout dépendra de l'autonomie et de l'espérance de vie du patient. Mais est-ce qu'il existe des médicaments pour soigner la cataracte? Aujourd'hui, non.
Non, aucun médicament Il permet. Il y a beaucoup d'essais, hein. On voit notamment en Chine, Au Japon, ils ont trouvé. Ils auraient trouvé. Ils auraient trouvé un collyre que l'on peut mettre dans les yeux et qui permet de traiter la cataracte. Et donc sur le modèle animal, ça a marché. Ils ont testé sur des écureuils ou sur des chiens. Animaux. Bon. Ça a fonctionné. C'était il y a quelques années. Pour le moment, on n'entend pas en parler. Probablement que d'ici 30 ans, la chirurgie de la cataracte n'existera peut-être plus et on pourra la traiter avec des gouttes. Mais ce que je souhaite au fond pour nous... Est-ce qu'on peut faire une cataracte sur un œil et pas sur l'autre, ou finalement c'est symétrique ? Non, on peut faire une cataracte sur un œil et pas sur l'autre. Alors parfois, ce qui va poser un problème, c'est quand on va opérer une cataracte sur un œil, le patient, suite à la cataracte du premier œil, va être gêné par son autre œil, parce qu'on va traiter la vue. Donc du coup, il va se retrouver avec un œil qui voit très bien, et l'autre qui pensait voir très bien, avec quand même un problème de correction de vue. Et il va plus réussir à bien voir avec ses lunettes, parce qu'un œil va bien voir, un œil voit pas bien, on lui met les lunettes, il va commencer à voir double. Donc moi j'informe les patients qu'on peut faire qu'un seul œil, mais je les préviens que s'ils sont en demande de faire le deuxième œil, malgré une petite cataracte, je le ferai quand même, parce qu'ils vont être gênés. Ça, c'est à peu près 50% des patients quand ils ont une cataracte unilatérale. La plupart du temps, on programme les deux yeux. Bien, c'est la semaine mondiale de l'allergie. Si vous avez les yeux qui piquent ou les yeux rouges, c'est normal. Et qui pleurent. Et qui pleurent, c'est normal. Cette année, la campagne a été assez longue, hein, on peut dire, de l'allergie. Oui, les allergies, ça touche beaucoup de Français. Ça touche tous les âges. Les symptômes oculaires, c'est des symptômes assez fréquents. Surtout en ce moment, vous faites du vélo, vous allez recevoir la pollution, la poussière, vous allez recevoir les pollens dans les yeux et vous allez sentir que les paupières vont gonfler, ça va piquer, ça va brûler, vous allez vous sentir un peu ébloui et il va falloir prendre soin de vos yeux pendant cette période-là parce que vos yeux ils vont se sentir agressés. Et souvent dans les années qui suivent, cette allergie elle va avoir tendance même à s'exacerber et à augmenter. Donc c'est important de pouvoir les traiter. C'est des choses simples, hein. Dans un premier temps, c'est juste laver les yeux avec du sérum physiologique. Donc le matin et le soir, vous lavez les yeux. Et après, on va pouvoir mettre des traitements, soit antihistaminiques, donc des collyres à base d'antihistaminiques ou des larmes artificielles. Autre petit tips que je peux vous donner, quand vous rentrez chez vous le soir, vous enlevez vos vêtements parce que les pollens, vous allez les garder sur vous. Donc vous enlevez vos vêtements, vous prenez une bonne douche et vous vous changez. Et ça, c'est super important et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bien, n'ayez pas peur de l'agent Fofo, il est toujours comme ça, il fait peur comme ça, mais en fait c'est un bon gars. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci docteur d'être venu nous voir ce matin. Un grand merci d'avoir partagé vos connaissances et passé une très belle journée santé sur Beurre FM.